Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous présenter la méthodologie de la fiche de révision de l'oral du bac de français. Nous allons revoir la méthode et prendre comme exemple Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, qui est un texte souvent présenté à l'oral. Que doit contenir votre fiche? Elle doit contenir le titre de l'œuvre, ainsi que le titre du texte précis que vous devez étudier. Vous devez présenter l'auteur rapidement, nous allons revoir cela, présenter la problématique du parcours associé, puis inscrire sur votre fiche votre introduction, faire l'analyse linéaire synthétique de l'extrait et mettre l'ouverture de conclusion. Voici comment ça doit se présenter. Donc sur votre fiche, vous inscrivez le numéro du texte tel qu'il apparaîtra dans le descriptif que votre professeur vous donnera en fin d'année et vous mettez le titre. Ensuite, vous mettez le titre de l'œuvre. Donc, par exemple, pour le Dormeur du Val, le titre du poème est le Dormeur du Val et le titre du recueil, c'est Les Cahiers de Douai. Vous rappelez le nom de l'auteur, ça c'est vraiment pour vous servir de pense-bête au moment de vos révisions, pour que vous ne mélangiez pas vos textes. Vous faites une biographie rapide de l'auteur. Alors évidemment, quand il s'agit d'un extrait d'œuvre intégrale, vous ne reprendrez pas ces éléments biographiques sur chacune des fiches, mais seulement sur la première, la fiche qui correspondra au premier extrait que vous étudiez. En général, vous étudiez 3 extraits de la même œuvre intégrale. Quand je parle d'éléments utiles, je veux dire que vous ne reportez dans cette courte biographie que les éléments que vous êtes susceptibles d'exploiter dans votre analyse linéaire. Vous présentez ça sous forme de liste. Ensuite, vous reprenez le mouvement et le contexte historique et intellectuel. Puis l'intitulé du parcours associé, c'est-à-dire ce qui va servir de problématique d'ensemble à l'étude de votre texte. Vous reprenez la phrase d'accroche qui ouvrira votre introduction. Si vous pensez en avoir besoin, vous pouvez rédiger intégralement votre introduction. L'idée, ce n'est pas que vous appreniez par cœur vos 16 introductions ou plus, mais que vous soyez capable de les refaire très rapidement. C'est une méthode très simple qui doit absolument être suivie pour l'introduction. Mais si ça vous rassure, vous pouvez rédiger toutes vos introductions. Ensuite, vous mettez le fil conducteur de l'explication, c'est-à-dire ce qui correspond à la problématique de votre analyse linéaire. Et puis, certains professeurs aiment bien que vous fassiez apparaître le plan du texte. Donc, vous découpez le texte en 2, 3, 4 mouvements et vous les indiquez sur votre fiche. Ça, c'est le début de votre fiche de révision. Pensez à utiliser des couleurs, c'est vraiment important pour soutenir votre mémorisation. Qu'est-ce que ça donne pour le Dormeur du Val? Vous voyez, texte numéro 1, admettons, ça c'est un exemple. Le Dormeur du Val, on remet le titre du recueil, Les Cahiers de Douai, le nom de l'auteur, Arthur Rimbaud. Qu'est-ce que j'ai sélectionné comme élément biographique pertinent? Il écrit alors qu'il a entre 16 et 19 ans. C'est un excellent élève, un latiniste. C'est important parce qu'il y a beaucoup de jeux étymologiques dans les poèmes de Rimbaud. Il fugue alors qu'il a 16 ans et part à pied à Paris. Il arrête ses études, rejoint Verlaine qui est déjà un poème renommé. C'est grâce à Verlaine que Rimbaud sera révélé. La lettre du voyant, c'est un élément important parce que c'est quelque chose que vous devez exploiter dans toutes vos analyses linéaires. C'est un vagabond, Rimbaud, donc il erre à travers l'Europe et puis il quittera l'Europe. Jamais marié, jamais père de famille, jamais salarié, etc., sauf à la fin de sa vie, dans un contexte un petit peu mystérieux. Donc ça, c'est un élément qui est assez important, que vous pourrez aussi réexploiter dans vos dissertations. Il part en Arabie et mène une vie d'aventurier. Et puis, quelles sont ses influences? Il est très marqué par le romantisme, c'est un grand lecteur de Baudelaire, la mythologie est souvent exploité dans ses poèmes. Il connaît bien les poètes parnassiens et c'est un des précurseurs du symbolisme. Il va subir les influences baudelairiennes et utiliser les codes du symbolisme. Donc le mouvement auquel on peut le rattacher, c'est le symbolisme et c'est un héritier du romantisme, donc ce qu'on appelle les post-romantiques. Et le contexte général des Cahiers de Douai, c'est la guerre de 1870, la fin du Second Empire. Donc Napoléon III n'est plus au pouvoir au moment où Rimbaud écrit, mais il a passé toute sa jeunesse sous le règne de Napoléon III. Et le Dormeur du Val, précisément, c'est un poème de 1870. Donc là, vous avez l'essentiel. Petit rappel, que doit contenir une introduction? Donc l'introduction, elle doit être claire et complète, et puis elle doit aussi accrocher l'attention de votre destinataire. Donc elle commence par une phrase d'accroche, ensuite vous devez, si possible dans la même phrase ou en 2 phrases, vous ne faites pas une phrase par élément. Vous essayez de grouper tout cela de façon élégante, mais que doit-il apparaître?
le nom de l'auteur, l'époque, le mouvement, le contexte et le titre de l'œuvre. Et puis évidemment, après, le titre de votre extrait s'il en a un. Donc là, c'est un poème, Le Dormeur du Val, donc il y a un titre spécifique. Mais si vous étudiez un extrait d'Olympe de Gouges, par exemple, il n'y aura pas forcément de titre spécifique, ou un extrait du roman de Balzac ou de Gargantua, il n'y aura pas forcément de titre spécifique pour l'extrait que votre professeur a choisi. Vous présentez ensuite rapidement le texte, c'est-à-dire vous nous dites de quoi ça parle, concrètement, très brièvement, et puis vous donnez le fil conducteur de votre explication et éventuellement le plan du texte. Donc pas le plan de votre explication, mais le plan de l'extrait. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase d'accroche? Une phrase d'accroche, c'est la première phrase de votre introduction, celle qui doit capter l'attention de votre auditoire, et donc là spécifiquement de votre examinateur. Ça peut être une citation. Ça peut être une citation extraite du livre lui-même, donc une citation que vous prenez dans votre œuvre, ou dans votre œuvre, ça ne fonctionne que si c'est une œuvre intégrale, vous n'allez pas sortir un extrait de votre texte, quoique c'est possible. Ça peut être aussi une citation critique, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de votre auteur. Ça peut être une citation liée au genre auquel votre texte appartient, donc une citation générale sur le théâtre, une citation générale sur le roman. Depuis l'Antiquité, le théâtre est un des genres littéraires les plus pratiqués par l'humanité. Vous voyez une phrase générale sur le genre, ou bien une phrase générale sur le thème principal abordé par l'œuvre. Donc une phrase générale sur l'amour ou autre. Donc c'est ce que je vous propose dans la deuxième colonne. Donc ça peut être aussi une phrase liée au thème du texte ou au genre, donc une phrase générale sur la guerre, l'amour, la violence politique, la mort, etc., ou bien sur le roman, le théâtre, la poésie. Vous pouvez aussi exploiter le contexte historique, s'il y a lieu. Par exemple, si vous travaillez sur Olympe de Gouges, une petite phrase générale sur le contexte révolutionnaire, ou bien le mouvement, toujours pour Olympe de Gouges, une petite phrase générale sur la philosophie des Lumières, pour Rabelais, une petite phrase générale sur la Renaissance ou sur l'humanisme. Si vous étudiez Musset, une petite phrase générale sur le romantisme, vous voyez. Donc là, par exemple, pour Rimbaud, on pourrait utiliser une phrase sur la guerre de 1870, ou bien vous pouvez aussi partir d'un type de personnage. Alors ça, pour les poèmes, ça fonctionne moins bien, mais ça marche bien pour les romans ou pour les pièces de théâtre. Donc parfois, certains personnages sont caractéristiques d'un genre. Par exemple, le valet est caractéristique de la comédie, et vous pouvez partir là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça donne pour Le Dormeur du Val? Je vous donne un exemple. Paul Valéry disait que Rimbaud est un météore, un poète de 16 ans qui a vu l'infini, puis s'est tu. C'est en effet un très jeune poète qui compose les cahiers de Douai, et pourtant son art est déjà parfaitement maîtrisé. La guerre qui oppose en 1870 la France et la Prusse va inspirer au jeune homme un sonnet devenu célèbre, Le Dormeur du Val, dans lequel la beauté d'un paysage bucolique contraste avec l'absurdité de la condition humaine. Nous verrons comment le poète, fidèle à sa volonté d'émancipation créatrice, exprime à la fois la beauté du monde et le scandale de la violence des hommes. Le poème se structure en effet en deux mouvements, de l'idylle pastorale à la révélation progressive de la présence de la mort. Alors comment ça se décompose? En rouge au départ, vous avez la phrase d'accroche. J'ai choisi une citation du poète Paul Valéry, qui parle de Rimbaud. Après, il faut évidemment rattacher votre citation à la suite de votre introduction. Il ne faut pas la jeter comme ça au début et puis partir sur quelque chose qui n'a rien à voir. Il faut que vous ayez un petit maillon qui raccroche votre citation à la suite de votre introduction. Donc je suis partie de l'âge de Rimbaud, puisque c'était ce que Paul Valéry mettait en avant, avec le « c'est un très jeune poète ». Ensuite, donc vous avez le nom de l'auteur, Rimbaud, le titre du recueil, Les Cahiers de Douai, le contexte historique, 1870, le genre, le sonnet, le titre du texte, Le Dormeur du Val, et une présentation rapide de ce dont parle le poème, avec la beauté du paysage bucolique, etc. Ensuite, on a repris le thème du parcours associé, l'émancipation créatrice, et puis, en rouge et en gras, je vous ai mis le fil conducteur de l'explication, le fait que le poème exprime à la fois la beauté du monde et le scandale de la violence des hommes. Okay, et on a terminé par le plan du texte. Donc voici une introduction, ça ne doit pas être plus long que ça, c'est déjà assez long ça pour une introduction d'oral, et elle est complète. Vous avez l'intégralité des éléments dont on a besoin pour comprendre après votre analyse linéaire. L'analyse linéaire elle-même,
qu'est-ce qu'elle doit contenir. Dans une fiche de bac, elle ne doit pas être rédigée, cette analyse linéaire. Donc si jamais votre professeur vous a donné un polycopié avec une analyse intégralement rédigée, vous ne pouvez pas la reprendre telle qu'elle, vous ne pourrez pas travailler là-dessus. Il faut que vous fassiez une synthèse de tout cela sous forme de liste. Utilisez un jeu de couleurs pour bien dissocier les remarques. Il ne faut pas oublier les 3 éléments essentiels de l'analyse linéaire, de l'analyse littéraire d'une manière générale, qui sont les relevés, les analyses techniques et l'interprétation. On va y revenir. Veuillez m'excuser, c'est l'hiver et je suis bien évidemment malade. Dans une analyse linéaire, on vous demande de suivre l'ordre du texte. Alors, vous ne fonctionnez pas vers par vers, évidemment, vous gardez une unité de sens. Par exemple, pour Rimbaud, c'est assez difficile de dissocier complètement les strophes. Donc, vous allez étudier le premier quatrain comme un bloc, le deuxième quatrain comme un bloc, etc. Dans un texte en prose, vous fonctionnez phrase par phrase. Vous ne coupez jamais une phrase, vous ne travaillez pas ligne par ligne, évidemment. Et régulièrement, vous rappelez le fil conducteur de votre explication, et vous essayez subtilement de greffer dans le cours de votre analyse linéaire au moins une fois le thème du parcours associé, à savoir les mots qui composent le parcours associé. Pour Rimbaud, ce sera l'idée d'émancipation créatrice qu'il faudra réussir à placer au moins une fois dans votre oral. Soit vous fonctionnez sous forme de liste, soit vous travaillez sous forme de tableau. Moi, j'aime bien faire travailler les élèves sous forme de tableau parce que c'est très clair. Ce tableau, il est constitué de 3 colonnes. Dans la première colonne, vous indiquez vos relevés. Dans la deuxième, vos analyses. Dans la troisième, vos interprétations. Ça fonctionne exactement comme quand vous faites une prise de sang. On prend un échantillon de sang, après on l'envoie au laboratoire. Le laboratoire vous donne les résultats, ils sont sous forme d'analyse. C'est très technique. Et puis, après, le médecin va interpréter ces analyses pour vous dire si vous êtes malade ou pas. Et dans le cas où il y aura un dysfonctionnement, il va vous donner un traitement. Il va vous dire en fait quel sens il faut sortir de ces analyses techniques. C'est la même chose en littérature. Donc, dans la colonne relevée, vous ne mettez que des mots du texte. Un vers, quelques lignes ou surtout des tout petits échantillons, donc un mot, un groupe de mots. Dans la colonne centrale, l'analyse, vous posez vos analyses techniques. Donc, à quelle classe grammaticale ça appartient, quels sont les temps verbaux, quelles figures de style vous relevez, des énumérations, des assonances, des personnifications, etc. Et puis, dans la colonne interprétation, vous donnez du sens à tout ça. C'est-à-dire que vous expliquez pourquoi l'auteur a écrit les choses ainsi. Vous faites le lien avec son mouvement, vous faites le lien avec le genre, donc ici avec la poésie. Vous cherchez l'effet que ça a sur le lecteur. Est-ce que c'est censé l'émouvoir, le faire rire, le scandaliser? Est-ce que c'est censé le faire réfléchir sur un thème particulier? Vous mettez cela en relation avec le style de l'auteur, est-ce que c'est habituel chez lui ou original, particulier, inattendu, et avec votre parcours. Dans cette partie-là, on va trouver essentiellement des mots abstraits, des mots comme réflexion, romantisme, littérature bucolique, etc. Et c'est là que vous allez raccrocher votre texte au réel. C'est-à-dire que dans les 2 premières parties, vous partez du texte. Et le texte, ce ne sont que des mots. Et dans la 3e colonne, dans cette colonne interprétation, vous essayez de savoir pourquoi l'auteur a choisi ces mots-là et quel est l'effet de ces mots-là sur le lecteur. Parce qu'en littérature, les 2 seules choses qui existent, qui sont réelles, c'est l'auteur et le lecteur. Le reste, c'est de l'imaginaire, le reste, c'est du langage, ce sont juste des mots. Donc vous devez revenir ici au réel. Donc l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Et le lecteur, qu'est-ce qu'il ressent? Sur quoi il réfléchit? Quel impact ça a sur lui? Souvenez-vous des 3 mots qui résument les objectifs, les enjeux de la littérature: placere, docere, movere. Placere, plaire, c'est la dimension esthétique des textes. Docere, instruire, c'est ce sur quoi ils nous font réfléchir. Et movere, émouvoir, ce sont toutes les émotions qu'ils suscitent chez nous. Donc c'est ça que vous devez aller chercher. Quelles sont les émotions que ces petits mots suscitent chez le lecteur, sur quoi il nous fait réfléchir, sur quoi ces petits mots nous incitent à réfléchir et pourquoi on trouve ça. Alors exemple, à partir du donneur du bac, on prend le premier quatrain qui est en alexandrin régulier et on regarde comment est faite cette description d'un lieu quasiment paradisiaque, d'un lieu harmonieux, extrêmement beau, dans lequel on va progressivement découvrir le cadavre du jeune soldat. Donc vous voyez, on fait des relevés. Vous vous souvenez, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Donc ça, c'est le début. Donc on va relever c'est. Ça, c'est notre relevé. Comment on l'analyse? On indique que c'est un présentatif et qu'il annonce donc une description. Comment on l'interprète? Le poème s'ouvre sur la description d'un paysage que Rimbaud présente au lecteur.
Ensuite, le mot trou, il est juste après. C'est un monosyllabe étonnant à connotation négative. Interprétation, la notion de relief est introduite, puisqu'un trou c'est un creux, et elle caractérisera tout le quatrain. La nature est en relief, faite de monts et de vals, alors que l'homme sera horizontal. Par ce relief, c'est la vie qui est évoquée. Vous voyez, je vous parlais de mots abstraits, on a la notion de relief, on a la notion de nature, et puis on a la notion de vie. Chante une rivière, on identifie que c'est une personnification. Interprétation, la nature personnifiée, vous enlèverez le i qui est en trop, à travers le motif de l'eau, auquel s'ajoute le motif du chant, et ça nous fait penser à la poésie. Donc c'est un lieu qui déjà en soi est lié à la poésie, c'est comme une métaphore de la poésie. Vous voyez comment ça fonctionne ? Ensuite, on relève nature, rivière, herbe et montagne et on les oppose à soleil, haillon, val. On passe du féminin au masculin. Verdure, rivière, herbe, montagne sont des mots féminins qui vont évoquer un environnement féminin fait de courbes, de choses un peu liquides et de relief, alors que de l'autre côté, soleil, haillon et val, ce sont traditionnellement des éléments plus masculins et puis ce sont des mots masculins. Donc la nature est féminine, elle est consolante et enveloppante, elle est caractérisée, eh bien il y a des erreurs dans ce PowerPoint, vous remettrez les mots dans le bon sens, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'on a du mal à corriger les trucs. Donc caractérisée par le relief et le mouvement, le pôle masculin, lui, est vertical et caractérisé par la lumière. Ensuite, on va regarder les sonorités. On se rend compte qu'on trouve des consonnes liquides ou sifflantes. Alors ça, vous ferez vos petites révisions là-dessus. Là, l'idée, c'est pas de faire l'analyse, c'est de vous montrer comment on inscrit tout ça dans une fiche de bac. Donc vous relevez les assonances et les allitérations et vous montrez que le jeu des sonorités reprenne ce contraste féminin-masculin et mime ce qui est écrit. Vous enleverez un S à contraste, cette diapositive est une catastrophe absolue. Donc ça mime ce qui est décrit. Il veut décrire une rivière, il utilise des L et des S, parce que ça coule, ce sont des lettres qui coulent. Donc c'est presque une harmonie imitative, et ça c'est caractéristique de la poésie rimbaldienne qui est extrêmement musicale et extrêmement sensuelle. Donc la musique des mots va mimer ce que toutes les évocations sensorielles qui sont décrites par le sens des mots. Du côté des voyelles, on a des voyelles qui vont mimer également cette notion de creux, de trou, de val avec les OU, les U, les V. Souvenez-vous, en latin, U et V, c'est la même lettre. Et ça va s'opposer à des voyelles un peu plus ouvertes comme I et E quand il va évoquer le soleil, la montagne fière, le soleil qui luit. Donc tout ça est caractéristique de l'écriture symboliste. Donc vous voyez, vous reprenez ces éléments-là sous forme simplement de synthèse. Après verdure, rivière, herbe, soleil, argent, on a des suggestions sensorielles, ce sont des couleurs, la verdure, le soleil qui lui renvoie à la couleur jaune, les herbes à la couleur verte, l'argent c'est une métaphore qui évoque également une notation de couleur. Les sens jouent un rôle important et les couleurs sont suggérées, vous faites le lien avec le symbolisme et les synesthésies baudelairiennes. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de le développer dans votre fiche, vous l'indiquez simplement et à l'oral vous développerez. Lui, vous notez le rejet, la mise en relief du mot, les sonorités liquides, et vous interprétez cela comme la fusion de la lumière et du liquide, ce qui va mettre en avant cette l'harmonie parfaite qui règne dans ce lieu, qui est ce qu'on appelle en littérature un locus amoenus, donc un lieu agréable, c'est un topos, un lieu commun de la littérature bucolique, et vous vous rappelez, Rimbaud, et là vous faites un petit point, Rimbaud est un latiniste, et il connaît parfaitement les codes de la littérature antique. Mousse de rayon, vous soulignez la métaphore qui associe la lumière et l'eau, et vous interprétez cela, poésie très imagée, caractéristique encore du symbolisme, et il ouvre la porte vers l'imaginaire, il sollicite notre imagination en partant d'évocations sensorielles. Et puis vous relevez c'est, vous notez que c'est la reprise du mot initial, vous soulignez la circularité de cette première strophe, de ce premier quatrain, on finit par ce par quoi on a commencé, et vous admirez la maîtrise de la structure, et vous indiquez qu'on a ici la fin de la description, la fin du décor qui est posé, puisque la deuxième strophe introduira le personnage, à savoir le jeune homme. Vous voyez comment ça se fait, donc vous pouvez présenter cela sous forme de tableau dans votre fiche directement, ou bien reprendre ça sous forme de liste avec des tirets en suivant l'ordre du texte. Après, votre fiche doit reprendre les éléments essentiels de votre conclusion. La conclusion, sa première vertu, c'est d'être courte.
En fait, c'est la reprise en une longue phrase, simplement de ce qui va faire le fil directeur, le fil conducteur de votre explication, c'est-à-dire l'essentiel, le sens principal que vous avez voulu dégager, c'est-à-dire en fait ce sur quoi vous avez terminé votre introduction. Et puis, il doit y avoir une ouverture. À l'oral, c'est obligatoire. Sur quoi on ouvre? On ouvre sur un livre, sur un film, sur un tableau, ou bien sur un événement historique, mais quelque chose qui soit postérieur au texte étudié. Moi, ça me fatigue d'avoir des gens qui ouvrent à la fin leur explication d'un poème de Rimbaud en nous parlant de Ronsard ou de Victor Hugo, ou bien qui ouvrent, je sais pas, une explication d'un extrait du roman de Balzac en revenant à Rabelais. Donc ça, c'est pas possible en fait, parce que l'idée, l'ouverture, c'est vers l'avenir. L'ouverture, ça a pour objectif de montrer quelle postérité le poème a eu, le texte a eu, pourquoi il est encore lu aujourd'hui, pourquoi il nous parle encore aujourd'hui à nous, hommes du XXIe siècle. Donc, ouvrez sur quelque chose de postérieur, et plus c'est contemporain, mieux c'est. C'est quelque chose d'assez logique en fait. Alors on entend aussi souvent des élèves ouvrir sur un autre poème de l'œuvre intégrale. Évidemment ça marche. Oui, mais Rimbaud, il va forcément être cohérent avec Rimbaud. Balzac va forcément être cohérent avec Balzac. Colette va forcément être cohérente avec Colette. Bon, on est d'accord. Mais alors là, c'est un peu le degré zéro de l'ouverture quand même. Donc je comprends que certains collègues, certains enseignants vous invitent à le faire. C'est sûr que c'est le minimum syndical, ça fonctionne à tous les coups. Mais vous voyez bien à quel point c'est insatisfaisant. L'idée de cette ouverture, c'est d'établir des ponts, des parallèles, de montrer que votre auteur peut dialoguer avec d'autres artistes. Donc ouvrez sur autre chose, si possible, faites un petit effort. Et donc sur quelque chose de postérieur impérativement. Vous pouvez évidemment commencer votre conclusion par « en conclusion » ou « pour conclure » si vous avez vraiment peur que votre examinateur soit complètement demeuré et qu'il ne comprenne pas que vous êtes en train de conclure, mais en réalité ce n'est pas nécessaire. Il suffit de marquer une légère pause à la fin de votre explication. Vous présentez une explication linéaire. Donc, à moins que votre examinateur soit complètement inattentif, il verra bien qu'on est à la fin du texte. Donc, il va comprendre que si le texte est fini, votre explication est finie aussi. Donc, il suffit de marquer une légère pause entre votre dernière remarque et le début de la conclusion. Et si vous voulez vraiment insister, vous glissez un donc ou un ainsi dans votre première phrase et ça nous confortera dans le fait que vous êtes en train de conclure. Alors, deux exemples, un exemple un peu scolaire, très court, à partir du Dormeur Duval toujours, et puis un exemple un peu plus développé. Donc, premier exemple, on fait la synthèse de ce qu'on a dit. Le sonnet par lequel Arthur Rimbaud révèle progressivement que son Dormeur Duval est en réalité un jeune soldat mort est donc une délicate et habile dénonciation de la violence des hommes et de l'absurdité de la guerre. Là, on a synthétisé ce qu'on a dit. On ouvre. Ce thème est abondamment traité en art et on le retrouvera dans la littérature surréaliste qui a mis Rimbaud à l'honneur, par exemple dans le poème Courage de Paul Éluard. Là, on a ouvert sur un poème de l'entre-deux-guerres. Deuxième exemple, Le Dormeur Duval est donc une œuvre emblématique de la jeunesse d'Arthur Rimbaud dans laquelle s'entrelacent la puissance de l'évocation poétique et l'engagement implicite contre la guerre. À travers une progression maîtrisée, le poète emmène le lecteur du tableau harmonieux d'une nature protectrice vers la révélation de l'absurdité de la mort. Donc ça, là, on a synthétisé. On sort l'idée générale. Ce poème dépasse son ancrage historique pour devenir une œuvre atemporelle, toujours actuelle dans son message pacifiste. On annonce l'ouverture, là. Et maintenant, on présente l'ouverture. Mais pour faire passer la même idée, certains artistes ont choisi une autre stratégie, celle de confronter plus brutalement leur public à la violence des hommes, comme le peintre allemand Otto Dix dans les nombreuses toiles qu'il consacra à la souffrance des soldats de la Première Guerre mondiale. Okay, donc là, on n'ouvre pas sur un autre poème, on ouvre sur un tableau, sur les œuvres d'un peintre très célèbre qui a représenté l'horreur des combats de la Première Guerre mondiale. Okay, vous voyez comment ça fonctionne. Première partie de la conclusion, synthèse de ce qu'on a dit, mais on reprend juste le fil conducteur, on ne revient pas. Et dernière partie de la conclusion, ouverture de quelque chose de et surtout, jamais d'éléments nouveaux dans la conclusion. Qu'est-ce que ça donne si on remet tout ça sous forme de fiche? Voilà ce que donnera votre fiche complète. Numéro du texte plus titre de votre extrait, titre de l'œuvre, nom de l'auteur, la biographie rapide avec les éléments utiles sous forme de liste, le mouvement, le contexte historique et intellectuel, l'intitulé du parcours associé et la problématique, c'est-à-dire la problématique d'ensemble, la phrase d'accroche, si ça vous est nécessaire, l'intro rédigée, le fil conducteur de votre explication,
le plan du texte. Ensuite, vous reprenez l'intégralité de votre analyse linéaire. Il faut que ce soit riche, il faut que ce soit quasiment complet. Et puis, vous portez votre ouverture de conclusion et si vous en avez besoin, votre conclusion intégralement rédigée. Tout ça, ça doit faire combien de pages? Quelle est la longueur? Normalement, il vous faut environ 2 feuilles, c'est-à-dire deux fiches Bristol, ça dépend de la grosseur de votre écriture, donc 2 recto verso. Il faut vraiment réussir à tasser tout ça. À la rigueur, vous en mettez 3. S'il y a moins de choses dans votre fiche, c'est que vous ne tiendrez pas 10 minutes à l'oral avec votre fiche de révision, c'est qu'il n'y a pas assez de choses dedans. Je vous conseille d'écrire à la main parce que ça va stimuler votre mémorisation. C'est moins monotone, régulier que si vous le faites sur traitement de texte. Donc, vous mémoriserez plus facilement. Les mots vont devenir comme des objets. Vous voyez, vous pourrez vous appuyer sur votre mémoire visuelle. Et donc, pour cela, utilisez aussi des couleurs. Il faut que vous ayez votre texte en polycopié à côté. Et ce serait bien de surligner sur le texte les passages importants, les passages que vous analysez avec tout un jeu de couleurs. Vous voyez sur votre fiche, vous avez fait votre petit relevé en vert, vous surlignez le mot en vert sur votre texte. Ce qui est impératif, c'est d'utiliser la même mise en page que celle qu'aura l'examinateur. Donc ne remettez pas vos textes en page vous-même, utilisez la mise en page du texte que votre professeur vous a donné, qui sera celle qu'il donnera à l'examinateur au mois de mai, à la fin du mois de mai, quand il enverra le descriptif de tout le texte au jury. Parce que, alors pour un poème, c'est pas forcément très grave, puisque vous avez le numéro des vers, c'est assez facile de se repérer. Mais pour un texte de théâtre ou pour un texte de roman, quand la mise en page n'est pas la même, le numéro des lignes ne correspondra pas et tout le monde va se perdre dans le texte quand vous allez citer un extrait. Et autre petit conseil, le même début d'intro peut parfois servir pour tous les textes de la même œuvre intégrale. Et c'est valable aussi pour la conclusion. Par exemple, si vous étudiez 3 extraits de Colette, 3 extraits de Rabelais, 3 extraits de Musset ou 3 extraits de Rimbaud, vous pouvez souvent utiliser le même début d'introduction. Vous commencerez à changer lors de la présentation précise du texte. Ok ? Voilà, à vous de jouer.